les glaciers nordiques, n'est-ce pas? Et puis le bureau d'architectes qui a dessiné ce bâtiment, ils sont norvégiens, ne le pas, et on est fiers de ça aussi, n'est-ce pas? Et c'est devenu en quelque sorte le symbole d'une Norvège peut-être plus moderne. Et oui, je pense que c'est devenu à la fois une attraction touristique. C'est devenu aussi un lieu pour les gens qui s'intéressent à la culture, pas seulement l'opéra. Ça agrandit et, la dimension culturelle de la capitale norvégienne. Alors, avant, le symbole d'Oslo, c'était ce grand bâtiment en briques rouges face au port, qui est l'hôtel de ville. Tout à fait. Cet hôtel de ville ressemble un peu à Brunost. C'est le fromage de chèvre marron, typiquement norvégien. Donc ça, c'est un peu l'ancienne Norvège, si vous voulez, alors que ce glacier un peu monumental ici, qui est incontestablement très beau, ça représente, oui, peut-être la nouvelle Norvège. Et c'est quelque chose qui rend les Norvégiens très fiers et qui, on prend un café ici, on regarde le fjord, on visite un concert en plein air, il y a de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est devenu très important pour la capitale. Alors, autour de la table, vous êtes d'accord, c'est devenu le symbole d'Oslo et peut-être de la Norvège, cet opéra, Kaya. Oui, tout à fait d'Oslo, mais pas de la Norvège, parce que là, on a des fjords, des glaciers, les montagnes, tout ça. Mais d'Oslo, l'opéra est vraiment un symbole très important. Ça manquait un petit peu parce que l'hôtel de ville, bon. Alors, on a beau y décerner tous les ans le prix Nobel de la paix, c'est pas spécialement un beau bâtiment, ça, c'est Rosal. Oh, moi, je trouve que l'hôtel de ville, je l'aime bien. Alors, à Oslo, en tout cas, on se veut, à Oslo et en Norvège, on se veut écolo, on est conscient du réchauffement climatique. Oslo est, par exemple, capitale européenne verte 2019, alors qu'on ne compte que deux exemples. Un tiers des voitures neuves vendues en Norvège sont électriques. Pour la marque californienne Tesla, le marché norvégien est très très important, j'ai l'impression, et 95% de l'électricité provient des barrages hydrauliques, c'est ce que Kaya évoquait, il y a beaucoup de montagnes en Norvège. Alors, Oslo a l'ambition de devenir une ville sans voiture, on revient au péage, on a évoqué un peu dans la première partie de l'émission, à un horizon relativement proche, mais là aussi, le pétrole vient en contradiction de ses ambitions vertes, puisque la Norvège exporte son CO2, le gaz carbonique, qu'elle ne produit pas sur place, et c'est un débat récurrent ici en Norvège, Concordant. Je vais vous donner une autre composition intéressante, c'est que la Norvège décerne le prix Nobel de la paix chaque année, mais s'enrichit à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde. Parce que quand il y a une guerre dans le monde, les prix du pétrole montent, et ça c'est très bon pour l'économie norvégienne. Donc oui, on peut trouver d'autres compositions. Et accessoirement, pour poursuivre sur ce thème, la Norvège est un grand exportateur d'armement. Oui, absolument. Enfin, un grand exploitateur, elle produit, elle exporte effectivement des armes. Alors comme il n'y a que 5 millions de Norvégiens par tête d'habitants, les Norvégiens montent sur le podium. Je ne sais plus si c'est en première, en deuxième, en troisième place, mais très rapidement après les Américains. Ces contradictions norvégiennes, comment les vit-on? On sent bien qu'en Norvège, on a envie de très bien faire. Et en même temps, il y a parfois la réalité qui vous rapproche. Ça fait sourire Kaya Ong. Alors, c'est très difficile à répondre à cette question-là parce que je pense que tous les Norvégiens savent que le pétrole c'est pas bien pour l'environnement, mais en même temps, on dit toujours que c'est mieux que de produire le pétrole en Amérique du Nord ou en Europe où il y a beaucoup de gaz et d'autres types de pétrole. Du coup, je pense que pour les jeunes, il est important d'arrêter de produire le pétrole. Mais pour les personnes les plus âgées, je pense qu'on est toujours en train de comprendre qu'il faut s'arrêter, qu'il faut arrêter la production de pétrole. Moi, je crois qu'il y a quand même aussi de plus en plus de gens âgés, excusez-moi, qui pensent qu'il faut faire autre chose. Et que la Norvège, et on est aussi nombreux à se demander un peu ce qu'on fait de cet argent. Parce que, je ne sais pas moi, je suis pas un spécialiste, mais on se dit qu'on a assez d'argent pour faire plus de recherches, pour faire un travail important pour l'après-pétrole déjà, si c'est pour demain ou dans 10 ans, mais qu'il faut créer de nouvelles choses parce que la Norvège ne pourra pas de toute façon vivre de pétrole très longtemps. Oui, le pétrole, ça va durer encore, ça va à peu près une dizaine, une vingtaine d'années maximum. Oui, c'est ça qu'on dit. Il y a beaucoup de contradictions en Norvège. Il y a entre le réel politique et l'idéalisme.
Et dans le langage politique, on peut dire que les politiciens ils préfèrent l'idéalisme. Quand on a envoyé des soldats en Afghanistan, par exemple, on a pendant des années dit qu'ils sont là pour défendre les droits de l'homme et l'éducation des jeunes femmes ou des jeunes filles. Et on n'a pas admis les premières années que les soldats ils ont fait de la guerre en Afghanistan. On a tué des gens, on a bombardé des civils. Et la Norvège, c'est un peu comme ça. On défend les droits de l'homme en même temps on travaille beaucoup pour avoir une relation proche avec la Chine. Et on n'ose pas pour le moment de fortement critiquer la Chine pour les abus de droits de l'homme. Et c'est vrai, et pour un petit pays, bien sûr, c'est le cas pour beaucoup de pays dans le monde, mais comme ici, on défend très ouvertement et les droits de l'homme et les droits des femmes. On tombe facilement dans le réel politique, c'est brutal. Franchement, vous qui avez un regard un peu français, même si vous êtes devenu très très norvégien de cœur et d'âme, ce regard sur les contradictions norvégiennes, on sent que c'est un pays qui veut bien faire. On sent que les Norvégiens ils ont envie d'être gentils un peu avec le monde. Ça viendrait à l'idée d'aucun homme politique norvégien de dire Make Norwegian great again. Ça viendrait, voilà, ça lui viendrait pas à l'idée de n'importe quel homme politique en Norvège. Comment sont ces contradictions permanentes, sachant qu'évidemment la Norvège n'est pas le seul pays à avoir des contradictions. Disons que quand vous êtes un petit pays qui est placé géographiquement à côté d'une grande puissance qui est la Russie, et que vous êtes dépendant militairement d'un allié qui est l'allié américain à travers l'OTAN, vous êtes obligé de développer une diplomatie intelligente. Et donc la diplomatie norvégienne, elle s'est faite sur la diplomatie de la paix. Vous avez ce fameux prix Nobel de la paix qui est décerné chaque année, et puis vous avez aussi l'implication de la Norvège dans les différents processus de paix dans le monde, avec des résultats qui sont quelquefois assez impressionnants, je dois dire. Hein. Et le fait que la Norvège... Alors, on a tous les voir les accords d'Oslo, 92, 93... Ça, c'était moins réussi, mais pas trop les Norvégiens. Entre Israël et la Palestine. Mais le fait d'être un petit pays, ça vous ouvre avec une tradition de paix et une vision positive de la part des grandes puissances, c'est que quelquefois on vous utilise parce que vous êtes considéré comme un partenaire fiable et pas forcément prenant parti pour une puissance ou pour une autre. Donc, je dirais que le pays a développé une diplomatie intelligente, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, quelquefois, elle est en contradiction avec elle-même, c'est-à-dire que quand vous êtes une puissance pacifique et qu'en même temps vous apercevez que le bombardement, la participation des Norvégiens au bombardement en Libye n'a même pas été discutée au Parlement norvégien et n'a même pas fait l'objet d'un vote au Parlement norvégien, vous vous trouvez devant une contradiction absolument manifeste. Vous voulez réagir Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'on a le droit de se demander si les Norvégiens, dans toute leur richesse, n'ont pas aussi un côté égoïste. Qu'on vit tellement bien et que quand on vit bien, on veut bien continuer à bien vivre. Mais d'un autre côté, je vois bien qu'il y a une diplomatie qui, des fois, réussit très bien. C'est encore le réel politique qu'on a participé au bombardement en Libye pour être un bon allié à l'OTAN. Et on dépend de l'OTAN pour notre défense. Et comme on est le voisin de la Russie, il faut être dans le noyau de l'OTAN pour avoir une défense viable. Alors, on pourrait se poser un peu la question si les errements de Donald Trump changent un peu la position, le regard que les Norvégiens ont à l'égard des États-Unis. Il y a un changement, on se dit que finalement, cet allié si important pour nous, il n'est pas si sûr que ça. Oui, absolument, il fait de la peur. Ici en Norvège parce qu'il menace cette alliance en l'OTAN qui est la base de la défense norvégienne. Et on se sent un peu menacé. Alors, on a évoqué quelques ambiguïtés diplomatiques et de politique étrangère de la Norvège. Il faut évidemment parler de l'ambiguïté norvégienne à l'égard de l'Europe. À deux reprises, en 1972 et 1994, la Norvège
les Norvégiens ont refusé d'adhérer à l'Union européenne, ce qui ne les empêche pas d'être très très liés à l'Union européenne à travers un accord sur l'espace économique européen, une contribution, hein, tous les ans, les Norvégiens font un chèque d'environ 400 millions au budget de l'Union européenne, et les Norvégiens, en échange de cet accès à l'espace économique européen, sont obligés d'appliquer bon nombre de règles européennes, sans pouvoir ni les choisir ni les modifier, à l'exception de deux domaines qui sont et l'agriculture et la pêche. Pourquoi les Norvégiens, finalement, n'ont jamais adhéré à l'Union européenne? Comme un moment de silence autour de cette table. Là, je pense qu'on nous fait entrer par la porte de derrière, de certaine façon. Moi, j'ai l'impression que la Norvège est un des pays les mieux adaptés à l'Union européenne, que si on avait un référendum qui disait qu'on devait rentrer, on n'aurait pas grand-chose à changer. Les 15 jours, c'est mon impression. Pour une demi-heure. Mais c'est intéressant, moi, je trouve déjà d'être au carrefour de l'Europe et d'être norvégien aujourd'hui. Parce que moi, je me sens très européen, même en n'étant pas membre de l'Union européenne. Je me sens européen et ça fait partie de toute une culture. Donc il y a quand même des niveaux différents et nous sommes intégrés à beaucoup de niveaux, comme vous l'avez dit vous-même. Encore non. D'abord, c'est une très bonne question que vous posez et je propose que vous la posiez à Charles de Gaulle. C'est à ton âme. Absolument. Pour la bonne et simple raison qu'en 63 et 67, la Norvège faisait partie du wagon qui devait rentrer dans la communauté européenne. Donc le nom de Gaulle aux Britanniques en 63-67 a embarqué avec lui les Norvégiens qui à l'époque étaient favorables à l'entrée dans la communauté européenne. Alors je retourne la question, maintenant que les Britanniques vont partir de l'Union européenne, est-ce qu'il n'est pas temps, sachant qu'évidemment les Britanniques sont des alliés historiques de la Norvège, est-ce qu'il n'est pas temps pour les Norvégiens d'adhérer à l'Union européenne? Mais il y a une grande majorité de Norvégiens aujourd'hui qui sont pour cette coopération économique européenne, mais d'un autre côté, il y a encore une grande majorité norvégienne qui ne veulent pas adhérer aujourd'hui. C'est 63-23 ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est évidemment c'est beaucoup plus fort que tous les référendums. Kaya Aung, vous qui êtes toute jeune étudiante et qui par définition voyagez beaucoup en Europe, comment voyez-vous ce que l'on peut percevoir comme une ambiguïté norvégienne à l'égard de l'Europe? Je pense que les Norvégiens se sentent pas tout à fait européens, mais plutôt scandinaves, et on se sent un peu différent de le reste du continent, parce que c'est à cause de l'agriculture et à cause de la pêche, mais aussi, je ne sais pas si c'est à cause du pétrole, mais pour moi, l'Europe, c'est à nous. On ne fait pas vraiment partie de l'Europe. Ida Olum, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Kaya Aung? Je pense qu'il y a une grande partie de la Norvège qui pense la même chose. Ça dépend vraiment de ce que je vois. Moi, je travaille avec les étudiants qui, ils font des études en France et ailleurs en Europe. Je pense que eux, ils se sentent beaucoup plus européens que les personnes qui n'ont pas étudié ailleurs, quoi. Je pense qu'il s'agit juste de ça. Alors, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Kaya Aung, on se sent plus proche des Scandinaves, mais il y a des Scandinaves qui s'appellent des Suédois, qui sont membres de l'Union européenne, et il y a des Nordiques qui s'appellent des Finlandais, qui sont membres de l'Union européenne. Donc on peut retourner l'argument de Kaya Aung. Comment réagissez-vous? Juste pour préciser une chose, si on fait la différence entre l'opposition à l'Europe dans les années 80 et l'opposition aujourd'hui, je dirais que dans les années 80, la Norvège ne voulait pas rejoindre un club de riches. Parce que l'Europe était considérée comme un projet élitiste. Effectivement, dans la tradition norvégienne, il y a toujours cette ambivalence entre la capitale et la périphérie, le centre et la périphérie. Et donc, il y avait la vision que cette fédération européenne représentait un modèle de société qui n'était pas le modèle norvégien. Dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire après l'élargissement de 2004-2007 européen, la vision s'est retournée et maintenant, ce serait plutôt qu'on n'a pas envie de rejoindre un club de pauvres. C'est-à-dire qu'on risquerait de payer trop, en fin de compte, pour ce qu'on pourrait en retirer comme avantage. Le choix des Suédois, des Finlandais, c'est un choix qui date quand même de 95, donc ça date, et puis c'était pour des raisons aussi largement stratégiques. Je vous rappelle que la Norvège est membre de l'OTAN, chose qui n'était pas le cas pour la Finlande et la Suède. Donc la Suède et la Finlande voulaient des garanties de sécurité qu'elles voulaient obtenir à travers l'adhésion à l'Union européenne, alors que pour les Norvégiens, il y a quand même l'OTAN qui est derrière, qui permettait d'avoir cette garantie. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Carrefour de l'Europe, nous sommes à Oslo, à l'Institut français, à la découverte de la Norvège et des Norvégiens. Je vous rappelle le nom de nos invités. Tove Dravdal est le journaliste au Morgenbladet. Asbjørn Verros est responsable de la littérature chez un éditeur. Franck Orban est professeur de sciences politiques. Ida Olung est assistante en coopération éducative. Et Kaya Aung est étudiante en littérature française. On s'est baladé tout à l'heure avec Christina Aucreus et on va reprendre un petit peu le chemin de balade. On s'est baladé
un peu plus loin du centre d'Oslo, dans un autre endroit très emblématique. Où sommes-nous, Christiane? Nous sommes à Holmenkollen, c'est un tremplin de ski et également le musée du ski qui est intégré dans la construction du tremplin, dans la montagne juste derrière. Et c'est l'attraction touristique numéro 1 de la Norvège. Et je pense que le record, c'est 127 mètres de longueur. Et il faut quand même être assez courageux pour faire ce saut. Oui, parce qu'on s'élance d'un endroit qui est très très élevé. Qui est très élevé, c'est ça, donc c'est pour des professionnels et pas pour des amateurs. Et chaque année, il y a des compétitions internationales et on a même un jour qu'on appelle le jour de Holmenkollen. Tous les habitants d'Oslo montent jusqu'à Holmenkollen et on amène nos enfants et on fait la fête et on soutient les sauteurs norvégiens qui sont très doués, bien sûr. Évidemment les meilleurs du monde. C'est ça. Malheureusement pas chaque année. Il y a aussi les Allemands, les Finlandais, aussi d'autres nationalités. Et les sauteurs norvégiens, ce sont des héros nationaux. C'est ça. Et aussi les skieurs de fond et les skieurs, les alpinistes. Tout à fait. Et dans le musée du ski, on peut voir leurs médailles qui ont été données au musée du ski et qui sont considérés vraiment comme de très bons représentants de la Norvège. Alors on dit toujours que les Norvégiens sont nés avec des skis aux pieds, c'est vrai? C'est vrai, tout à fait. Ça fait partie de notre héritage, de notre culture, de notre identité. Et si on n'aime pas faire du ski, on se sent en quelque sorte un peu en dehors de cette communauté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très valorisé de faire du ski. Tous les enfants doivent maîtriser ce sport parce que ça fait vraiment partie de notre identité culturelle. Autour de la table, tout le monde fait du ski, évidemment l'hiver, hein? Ah, Ouais, je fais un peu, mais je tombe beaucoup. ah c'est rassurant, ça fait plaisir d'entendre ça. Tu as fait du ski, Franck, on fait du ski nautique. Ah, l'été, alors plutôt l'été. Osborne, non? Moi, j'ai fait beaucoup de ski jusqu'à 9 ans, et alors je suis allé vivre en France pour un moment, et en revenant, je n'ai plus jamais fait de Ah, ski. et vous, toi, Oui, j'aime bien faire le ski. il paraît que le ski, c'est un mot norvégien, il paraît. Tout le monde confirme autour de la table. Alors, donc, c'est confirmé quand même, c'est difficile d'être un vrai norvégien sans être skieur. Le fait de connaître le ski de fond, c'est une manière à mesurer le niveau d'intégration parmi les immigrés en Norvège. On voit de temps en temps à la télé des femmes voilées qui font des cours de ski. Et c'est très important et c'est une manière de s'intégrer dans la culture norvégienne. C'est vrai que je ne me sens pas comme un bon Norvégien quand je ne fais pas le ski. Non, mais sérieusement, tout le monde autour de moi fait du ski. La plupart des Norvégiens aiment ou alors disent qu'ils aiment faire du ski. Et il y a même des Pakistanais qui font du ski qui sont de meilleurs Norvégiens que vous, certainement. Mais Probablement. je n'en doute pas. Alors, il paraît qu'en ski, quand il y a des compétitions, le plus important, c'est de battre les Suédois. Oui. Alors là, tout le monde est d'accord autour de cette table. Alors, peut-être aussi que le ski, c'est une façon aussi pour les Norvégiens, il y en a sûrement d'autres, d'appréhender la nature. Je crois que c'est un mot qu'on emploie ici, la norvégiatitude. La nature, c'est une partie de la norvégianatitude, comme on dit en français, ou pas? Je crois que historiquement, on est presque encore des paysans. Je veux dire, la Norvège, parce qu'on a été sous la Suède et le Danemark pendant presque 400 ans, ne s'est pas développée très tôt. On a eu des petites villes, une grande majorité des Norvégiens habitaient à la campagne, et génétiquement, on reste quand même des paysans. Alors sur cette norvégienne-attitude, sur cet état d'esprit norvégien, on m'a dit, en Norvège, si on n'est pas content, on le garde pour soi, hein, ou d'une manière générale, c'est pas très bien de se plaindre. Kaya, c'est vrai que c'est pas très bien de se plaindre, on se plaint pas en Norvège? Ouais, tout à fait. Ida Holung. Oui, on peut pas. Mais on n'a peut-être pas d'énormes raisons de se plaindre. Pour la grande majorité des Norvégiens, nous vivons assez bien aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire, de nouveau, historiquement, on a quand même eu des combats pour obtenir quelque chose. Il y a une histoire social-démocrate, il y a toute cette histoire derrière nous qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui avec le pétrole en bonus en plus. Mais oui, on n'a pas énormément de raisons de se plaindre. Et c'est vrai que vous n'avez pas de raison de vous plaindre, puisque vous êtes les plus heureux du monde. Ça,
Moi, j'ose pas dire à la radio française que je suis pas heureux. Alors justement, qu'est-ce qui manque pour que les Norvégiens soient encore plus heureux? Est-ce qu'il manque quelque chose à la Norvège? Là, il pleut un peu trop, là. Bon, alors les deux côtés de la météo, effectivement, il pleut un peu trop. Qu'est-ce qui manque à ce pays si parfait où le peuple est si heureux? Un peu plus de train, à mon avis, mais c'est un peu personnel. Un peu plus de train, plus de transport en commun, bon, c'est pas grand-chose. Franck Orban, qu'est-ce qui manque aux Norvégiens à la Je Norvège? n'achète pas l'image d'Épinal d'une Norvège heureuse. Moi, je vois des tensions monter dans la société, je vois des sous-classes apparaître dans le pays. On parle d'immigration justement. Il faut arrêter de montrer cette image de l'immigration heureuse en Norvège parce que ça concerne peut-être la première vague d'immigration dans les années 70 avec les fameux Pakistanais. Ça concerne pas du tout les nouvelles vagues d'immigration qui sont arrivées plus tard. Hein. Une chose que je voulais dire aussi au niveau de protester. Moi, ce qui me choque en tant que Français de tradition catholique, pas de religion, mais de tradition catholique, c'est que nous, on adore le conflit. J'ai une collègue allemande qui vient de la région de Munich, et quand on est à table avec nos collègues norvégiens, nous deux, on s'écripe comme des fous, mais on s'adore. Mais dès qu'il y a un conflit, on ne peut pas avoir de conflit ouvert, c'est pas permis. Donc ce que je vois, moi, c'est que les gens peuvent passer des années à travailler ensemble, à se détester fondamentalement, mais ils vont jamais rien se dire. Ça ne va jamais, le conflit ne va jamais exploser, alors que chez nous, c'est beaucoup plus brutal, mais on a tendance à pouvoir résoudre les conflits peut-être plus facilement parce que ça éclate justement. Ça n'éclate pas ici. Qu'est-ce qui manque à la Norvège, aux Norvégiens? Je pense que les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus pauvres. Du coup, cette égalité qui est très importante pour la Norvège est en train de disparaître. Du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l'égalité. Et aussi l'égalité homme-femme, bien sûr, parce qu'il y a, bien sûr, beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes dans les cadres de grandes entreprises sont toujours plutôt des hommes. Et des hommes gagnent. Il y a encore une marge de progression. Ouais. Non, déjà, je suis très d'accord. Je pense que cette idée de la Norvège heureuse, je trouve ça problématique aussi. D'abord, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes, mais d'un autre côté, les choses ne vont pas dans le bon sens, à mon avis non plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été acquises en Norvège pendant de très longs combats, pendant 70 ans peut-être, plus, sont aussi en train de se perdre. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'écoles privées, de plus en plus d'hôpitaux privés. Je veux dire, ça donne aussi de grandes différences pour la population. Ça veut dire que les gens ont des assurances maladie privées. Et ça, c'est un développement énorme par rapport à ce qu'on avait par exemple dans les années 70. Peut-être Mathieu, vous qui allez avoir le mot de la fin. Qu'est-ce qui manque à la Norvège aux Norvégiens? Peut-être une absence de conscience de l'histoire. On le voit ici à Oslo maintenant parce que Oslo c'est une ville en pleine construction. On a construit un musée national, la bibliothèque publique, l'opéra et le musée Munch, mais on ne sait pas de quoi faire avec le musée qui était construit il y a 150 ans pour des œuvres d'art. Le ministère des Affaires étrangères, qui est un bâtiment majestueux et historique, mais maintenant on va déménager le ministère et on ne sait de quoi faire avec ce bâtiment. On ne pourrait pas imaginer la même chose à Paris, de vider Quai d'Orsay pour déménager dans une construction moderne. Et maintenant, on est en pleine discussion sur les bateaux des Vikings, par exemple, qui sont en train de se déliter. Et dans ce pays riche, on n'a pas d'argent pour garder cette richesse culturelle et historique. C'est étonnant quand même. Et oui, c'est qu'on l'a même pas dit, vous êtes tous autour de cette table des descendants des Vikings, devenus très très riches et maintenant on ne plus le bateau pour les l'avion pour aller dans les pays du Sud où il y a plus de soleil comme Emmerich qui en est un peu plus Ilaolung autour de cette table. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Nicolas Benita. Merci aux équipes de l'Institut français d'Oslo et à l'ambassade de Norvège en France. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui ont précédé, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Oslo, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous dis à très bientôt et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Ja, det blir mye, du tok det som det sa. Og så
du kommer ner. Om morgon får skinta. Och att det du vill tillbaka där vi var himmelblå. Men du har ingenting du skulle haft och inget är du kan skylla på. Och jag vet att du har någon där som du kan stole på. Men du ska klara hela dagen, du bestämde dig för att du skulle gå. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr.